Ah, le Japon. Il existe une grande histoire d'amour entre le Japon et la France. La France étant le pays qui consomme le plus de mangas au monde après le Japon. Difficile d'expliquer cette relation particulière. On peut penser à des raisons historiques tout d'abord. Au 19e siècle, le Japon sort de son isolement, c'est l'ère Meiji, et de nombreuses relations sont tissées entre le Japon et la France. Mais je pense que c'est lié également aux similitudes culturelles entre les deux pays. Le Japon, comme la France, est extrêmement attaché à sa culture et ses habitants en sont fiers. Les scènes artistiques des deux pays sont dynamiques et il y a une forte tradition des arts. Cela se retrouve dans la peinture, la littérature, mais aussi dans les arts culinaires. Et pourtant, malgré cet amour culturel entre les deux pays, le cinéma pour adultes ne profite pas de ces échanges. Pour chercher les raisons de cette imperméabilité, il faut s'intéresser à l'histoire et aux spécificités de ce type de cinéma au pays du soleil levant. Les estampes ukiyo-e produites du XVIIe au XIXe siècle étaient souvent érotiques, représentant des scènes intimes, des courtisanes. Ces gravures sont regroupées sous le terme shunga. Des artistes célèbres, comme Kitagawa Utamaro ou Hokusai, ont créé des estampes érotiques, comme le rêve de la femme du pêcheur. Il faut bien comprendre que contrairement à la plupart des sociétés occidentales, la religion au Japon est plus un guide philosophique que moral. Il n'y a pas d'interdits moraux et le plaisir est valorisé dans le shintoïsme. Cela explique la plus grande liberté artistique que l'on peut retrouver dans ses œuvres. Cependant, au cours de l'ère Meiji, l'influence occidentale a introduit des idéaux moraux stricts entraînant une répression de la représentation explicite de la sexualité. Des lois et codes de censure ont été instaurés pour contrôler la production et la distribution de contenus jugés immoraux ou indécents. Cette période a vu la transition des estampes érotiques à une représentation plus pudique de la sexualité dans l'art japonais. Les artistes ont été contraints de s'auto-censurer pour éviter les sanctions légales et sociales, marquant ainsi un déclin de la liberté artistique dans la représentation de la sexualité, à l'exception notable des romans et des mangas. Avec la Seconde Guerre mondiale, le divertissement pour adultes est purement interdit. À partir de 1945, avec l'occupation américaine, Playboy se fait connaître du public japonais. Le succès n'est pas vraiment au rendez-vous car les articles du magazine sont les mêmes qu'aux USA, avec des interviews de personnes inconnues au Japon ou des commentaires sportifs sur des disciplines qui n'intéressent pas la population locale. Mais les photographies permettent de remettre en avant les représentations à visée de divertissement pour adultes. La répression qui a sévi durant des décennies a laissé une empreinte durable sur l'évolution de la pornographie au Japon jusqu'aux années 1960. Les restrictions et la censure ont limité la créativité artistique et ont façonné les attentes sociales en matière de représentation de la sexualité, préparant ainsi le terrain pour l'émergence ultérieure des pink movies. Les années 1960 ont été marquées par un bouillonnement social et culturel au Japon. La jeunesse japonaise, influencée par des mouvements sociaux et politiques, a commencé à remettre en question les normes établies, y compris celles concernant la représentation de la sexualité. Les pink movies ou pinku-eiga sont nés dans cette atmosphère de changement. Ces films, souvent réalisés par des studios indépendants avec des budgets limités, ont exploré des thèmes et des sujets jusqu'alors tabous dans le cinéma japonais. Ils ont brisé les barrières de la censure et ont ouvertement représenté la sexualité et l'érotisme, offrant ainsi une nouvelle forme d'expression artistique. Les pink movies ont été une véritable révolution dans l'industrie cinématographique japonaise. Ils ont introduit de nouvelles approches narratives et visuelles, souvent en rupture avec les conventions du cinéma traditionnel. Ces films ont permis d'attirer un public avide de nouvelles expériences cinématographiques, offrant une alternative aux productions plus classiques. Ce qui distingue les pink movies de la pornographie conventionnelle, c'est leur volonté d'explorer des thèmes sociaux, psychologiques et moraux. Ils ont abordé des sujets sensibles tels que les conflits de genre, les relations interpersonnelles, la morale et la condition humaine, tout en utilisant l'érotisme comme un élément narratif et non simplement comme une fin en soi. Par exemple, dans Quand l'embryon part braconner, de Koji Wakamatsu, sorti en 1966, il est question d'un homme qui torture sa partenaire tout en se souvenant des sévices qu'il a lui-même vécus. À la fin du film, la femme parvient à se libérer et prend sa revanche. Le réalisateur déclarera plus tard que c'est une allégorie du conflit qui se joue au Vietnam au même moment, avec l'homme dans le rôle des USA. L'héritage des pink movies dans le cinéma japonais est significatif. Bien que souvent considérés comme des films de genre, leur influence s'étend au-delà de la sphère de l'érotisme. Certains réalisateurs de renom, tels que Noboru Tanaka ou Tatsumi Kumashiro, ont émergé de ce mouvement et ont contribué à façonner l'esthétique et les récits cinématographiques au Japon. En
1971, la société Barazoku est la première à proposer au Japon des contenus homosexuels, ouvrant la voie à de nombreux magazines, chacun ayant sa spécialité. Les Samson pour les hommes avec de l'embonpoint, les G-Men pour des représentations avec des hommes musclés. La diversification de l'offre fait que peu à peu le succès des Pink Movies diminue face à la recherche de contenu pour adultes plus classiques. C'est ce qu'on en appelle les AV pour Adult Videos, connus en Occident sous le nom de JAV ou JAV pour Japanese Adult Videos. La démocratisation est permise avec le fort taux d'équipement des ménages japonais en matériel électroménager, notamment téléviseurs et magnétoscopes. Les productions japonaises présentent une grande variété de thèmes et explorent ainsi de nombreuses niches. Si l'on pense tout de suite à tentacules et écolières, voire à bukkake, même si c'est une réalité, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, le Akashan Play met en scène des hommes régressant vers l'enfance et mimant une grande dépendance vis-à-vis de leur mère. Le genre poupée cassée, lui, explore les fétiches médicaux et met en scène une personne souffrante à l'hôpital, subissant divers sévices, aboutissant généralement à des rapports forcés. C'est un dérivé du Gogan Play, qui lui met purement et simplement en scène un rapport forcé. A noter également une chose qui apparaît choquante en Occident, les Enjokosai. A l'origine, c'est une pratique qui consiste pour des mineurs de servir d'escorte à des hommes ou femmes plus vieux contre rémunération. Cette pratique a concerné jusqu'à 80% des lycéens et lycéennes japonais dans les années 90. Dans les films de cette catégorie, on est donc en présence d'acteurs ou d'actrices âgés entre 13 et 18 ans. Il convient de préciser qu'au Japon, la majorité sexuelle est de 13 ans. Alors attention, si c'est légal au Japon, ce n'est déjà pas très courant et en plus cela tend largement à diminuer, et surtout c'est un contenu qui est interdit en Europe et en Amérique. Alors, je me permets un petit aparté pour parler de la prostitution au Japon. Elle est interdite depuis 1957, mais cette loi ne pénalise que la rémunération contre coït vaginal, laissant donc un vide juridique assez immense. Depuis 1997, les relations sexuelles tarifées avec des mineurs sont interdites. Concernant les productions japonaises, elles mettent généralement l'accent sur un certain esthétisme et une mise en scène, que ce soit des décors soignés, des éclairages spécifiques et des angles de caméra pour créer une ambiance visuelle qui va au-delà de la simple représentation de scènes pour adultes. Dans la structure même des films, il y a de grandes différences avec les productions occidentales. Les dialogues y sont beaucoup plus nombreux et la place accordée aux préliminaires est bien plus conséquente. À propos des dialogues, c'est l'un des freins à l'exportation de ce genre de contenu en Occident. Les dialogues étant nombreux, faire redoubler les films était très coûteux. Aussi, ce qu'on connaît souvent des productions japonaises est rarement le film complet. Les passages jugés peu intéressants pour le public occidental sont coupés du montage pour l'exportation. Dernière spécificité caractéristique des JAV, c'est la censure avec des organes génitaux floutés ou dissimulés. Alors, j'ai pas trouvé de source fiable pour apporter une explication à cette censure. Il semblerait que cela soit l'héritage d'une loi prohibant de montrer des poils pubiens. Et ces dernières années, c'est une mesure qui tend à s'assouplir. D'ailleurs, ce n'est pas la seule évolution ou révolution qui est en train de s'opérer dans le cinéma pour adultes japonais ces dernières années. En effet, il tend à se rapprocher de plus en plus des standards occidentaux actuels, avec de moins en moins de scénarios et de mise en scène, et l'appel à des actrices européennes pour proposer de la diversité sur le territoire japonais, et aussi pour s'exporter avec des noms connus en Occident. Mais on ne peut pas vraiment parler de démocratisation, le marché japonais reste très hermétique. Les actrices japonaises sont rares en Occident, et les acteurs occidentaux au Japon sont quant à eux quasi inexistants. Le paysage du cinéma pour adultes au Japon est marqué par une diversité de genres et d'approches cinématographiques uniques. Que ce soit des Pink Movies explorant des récits complexes à la mise en scène des fantasmes dans des vidéos pour adultes, ces spécificités offrent un aperçu de la manière dont l'érotisme est représenté et consommé dans la culture japonaise. Les Pink Movies se distinguent donc par leur fusion de l'érotisme avec des récits narratifs plus vastes explorant des thèmes sociaux, psychologiques et esthétiques complexes. Combinés à une approche artistique novatrice et à une représentation nuancée des personnages, cela a permis l'émergence d'une approche cinématographique unique. Les JAV, pour leur part, ont une approche beaucoup plus centrée sur la mise en scène de fantasmes et de fétiches spécifiques, avec une grande diversité de catégories et de niches pour répondre aux préférences variées du public. Tout en conservant une esthétique artistique dans certains cas, elle se conforme également aux régulations légales en floutant souvent les parties génitales. L'ensemble de ces spécificités témoigne d'une industrie cinématographique adaptative, naviguant entre des récits complexes et la satisfaction des demandes variées des clients. Tout cela est le résultat de diverses influences culturelles qui ont ponctué l'histoire avec un grand H du Japon.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo qui présente très rapidement et très schématiquement le cinéma pour adultes au Japon. Peut-être que plus tard j'explorerai un ou deux sujets vus ici pour en parler plus en détail. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.